L'épée tranchante était ensanglantée. Elle avait fait son effet et était maintenant abaissée. Des gouttes de sang coulaient sur le sol, formant une large flaque marron. L'homme tenant l'épée prononça des paroles cruelles. Il déclara que les exigences de la mine de Mithril étaient trop sévères et qu'un message secret avait été transmis. Mais la nouvelle ne fut pas accueillie favorablement. Le messager avait l'air pitoyable. Les personnes présentes dans la salle hochèrent la tête. Après tout, même Dieu avait exprimé sa colère en envoyant le tonnerre et les éclairs. Sa Majesté demanda si les Bégonias avaient déclaré la guerre. Cette information fut confirmée. La blonde ouvrit les yeux. Après avoir lu ce livre la nuit, cauchemar garanti. La jeune fille ressentit une douleur physique à la tête, comme un bourdonnement obsessionnel. La belle remarqua qu'elle ne s'était visiblement pas réveillée dans sa chambre. Celle-ci ressemblait plutôt à un palais ou à une riche propriété. Soudain, une voix féminine demanda si la princesse allait bien. La servante rousse se pencha au-dessus du lit et suggéra d'appeler un médecin. La belle blonde pensait peut-être qu'on s'adressait à elle comme à une princesse. Elle jeta alors un coup d'œil au grand miroir posé juste à côté du lit. Une belle fille aux longues boucles épaisses et aux grands yeux bleus se détachait du reflet. Elle m'était totalement inconnue. Des inconnus entrèrent dans la chambre. Ils s'adressèrent à la jeune fille. Ils l'appelèrent Charlioni. Il était clair que les visiteurs étaient très inquiets. Pour une raison inconnue, ceux qui entrèrent prononcèrent le nom de Charlioni. Mais la jeune fille ne comprit rien, ou ne s'en souvint pas. Elle demanda alors d'expliquer qui elle était vraiment. L'homme blond expliqua qu'elle était la seule princesse du royaume de Linoa. Son Altesse s'appelait Charlione Rotlinoa. Il ajouta qu'il serait souhaitable que la princesse se calme et se repose. La voix s'éloigna lentement, et très loin, la jeune fille entendit le nom de Charlie. Hier était une journée très ordinaire. La blonde souffrait d'insomnie et décida de lire un livre. Après l'avoir lu, elle ne s'endormit qu'à l'aube. C'était une douce histoire d'amour dans laquelle l'héroïne guérissait les blessures que le protagoniste avait reçues de ses parents. Charlioni était la mère du protagoniste, un personnage qui semblait avoir été délibérément créé pour montrer la souffrance mentale et physique du prince. Le père du protagoniste, l'empereur, a consolidé son pouvoir par des représailles sanglantes en seulement 3 ans. Son objectif était de soumettre la noblesse et de conquérir les pays voisins. Aucun membre de la famille royale n'a survécu. Ce tyran a facilement détruit le royaume ainsi que l'armée impériale. Mais, contre toute attente pour ses sujets, cet homme mit fin à la guerre de conquête. Cela se produisit dans le 4e royaume de Linoa. L'empereur tomba amoureux de l'unique princesse de Charlioni au premier regard. Il l'amena à l'Empire comme trophée et l'épousa. Et elle devint impératrice sans le savoir. En gros, la princesse a épousé un monstre qui a détruit son royaume et tué toute sa famille sous ses yeux. De ce mariage malheureux naquit un enfant prince. Il était le personnage principal du roman. La mère maltraitait son fils, mais le vide dans son âme grandissait. Finalement, elle se suicida. La princesse s'assit dans son lit. La femme rousse prit la main de la jeune fille. Un jeune homme aux longs cheveux blonds se tenait à côté d'elle. Ils étaient venus dès qu'ils avaient appris que Charlie s'était réveillé. La princesse a dû grandir entourée d'amour. C'était une bonne chose qu'elle s'entende bien avec sa famille. La jeune fille sourit, mais son cerveau essayait de comprendre à quelle époque elle vivait. Un homme blond, apparemment le mari de la dame, s'approcha. Il tapota l'épaule de la princesse d'un air approbateur. Il dit que son teint s'était sensiblement amélioré, mais il devait partir d'urgence pour une réunion. Aujourd'hui, l'Empire Prétas déclarait la guerre au royaume de Bégonia. Il s'avéra que la guerre avait déjà commencé. Dans la bibliothèque royale, un jeune homme à lunettes discutait avec la princesse. Il n'arrivait pas à croire qu'il avait été chargé d'enseigner à son Altesse. Après tout, elle avait été réticente à étudier auparavant. Charlie ignorait tout des moyens de revenir. Elle dut donc se préparer à la guerre, par tous les moyens possibles, ici et maintenant. Dans le royaume de Linoa, le jeune homme a brièvement exposé à la princesse la situation dans chaque pays. Il était maintenant temps de comprendre les bases des relations diplomatiques. Le professeur tenait des cristaux bleus dans ses mains. Il expliqua que ce minéral rare s'appelait mithril. Lorsqu'il était ajouté aux armes et aux armures, leur résistance et leur durabilité étaient accrues.
Bégonia, entrée en guerre avec l'Empire au sujet des mines de Mithril, coupa tout contact avec tout le monde. On racontait que cette guerre avait éclaté à cause d'un incident mineur. La jeune fille doutait que l'Empire déclare la guerre à un si petit pays. Mais la guerre était inévitable. Après tout, le gouvernement déclenchait une guerre à chaque couronnement d'un nouvel empereur. Un an s'est écoulé depuis la découverte de la mine de Mithril par Bégonia, et exactement un an depuis le couronnement de l'empereur. C'est à ce moment-là que les relations diplomatiques ont commencé à se détériorer. On aurait dit que quelqu'un semait la zizanie. Et il le faisait très lentement et presque imperceptiblement, pour ne pas éveiller de soupçons inutiles. Un mois plus tard, une lourde pile de livres atterrit sur le bureau de la princesse. Il devait être étudié aujourd'hui. Charlie était déjà plongée dans les livres et les manuscrits. Et aujourd'hui, elle avait prévu de prendre le thé avec son frère. Le professeur lui a donc suggéré de poursuivre ses études après une pause. La princesse et sa servante se promenaient sur la terrasse, offrant une vue magnifique sur le jardin. Étudier attentivement demandait de la force, mais il était parfois nécessaire de se reposer l'esprit. Soudain, quelqu'un appela son Altesse. La jeune fille vit un bel homme aux longs cheveux châtains. Le jeune homme salua la princesse. Il avait entendu dire que son Altesse avait perdu la mémoire, et il supposait que sa belle ne s'en souvenait pas non plus. La servante murmura que c'était le chef des chevaliers royaux. Charlie confirma qu'elle avait perdu la mémoire et ne reconnaissait personne. Le jeune homme se présenta. Il s'appelait Alain Bellas. La princesse lui rendit un hommage de courtoisie et lui dit au revoir, précisant qu'elle était pressée de retrouver son frère. Le jeune homme regarda la princesse d'un air à la fois mystérieux et triste. Mais la princesse ne connaissait pas cet homme. Autour d'une tasse de thé, la sœur lui raconta les derniers événements. Elle lui dit qu'elle avait rencontré un jeune homme nommé Alain. Elle demanda à son frère de préciser quel genre de relation elle entretenait avec ce jeune homme. Le frère a dit qu'ils s'étaient rencontrés. Même le prince héritier était au courant de sa relation avec Alain. Il a précisé que cet homme était le 4e amant de la princesse. Il y avait toujours beaucoup d'hommes autour de la belle. Mais il commençait vite à énerver la jeune fille capricieuse. Le royaume de Linoa était plutôt libéral en matière d'amour. Le prince expliqua à Alain qu'il avait rendez-vous avec sa sœur ce jour-là. Cependant, son frère proposa son aide si ces messieurs étaient trop agaçants. Sa Majesté convoqua son fils pour un entretien sérieux. Il l'informa que l'Empire avait occupé Bégonia. L'empereur donna alors l'ordre d'anéantir la famille royale et la noblesse de Bégonia. Restée seule, la jeune fille se dit que, dans le livre, l'Empire avait mis 3 ans à conquérir d'autres États. Mais elle n'arrivait pas à croire que Bégonia soit tombée en un mois seulement. Une rencontre entre l'empereur et Charlioni était peut-être le seul moyen de mettre fin à la guerre. Cela valait la peine d'y réfléchir. La princesse entra dans la salle à manger. Son père, sa mère et son frère l'attendaient déjà, assis à la table dressée pour le thé. Une conversation sérieuse s'annonçait. Le prince annonça qu'il partirait pour l'Empire dans 2 semaines. La sœur fut extrêmement surprise par cette nouvelle, mais il en expliqua la raison. Le frère devait assister à la célébration de la victoire. Le père ne pouvait laisser le royaume sans surveillance. Il délégua donc l'autorité à son fils, Tassat. La princesse réfléchissait fébrilement. C'était sa chance. Ainsi, elle pourrait mettre fin à la guerre. Et si ça ne marchait pas, au moins s'y préparer. Charlie annonça alors qu'elle souhaitait également aller à la fête. Souriant gentiment, elle demanda la permission de se détendre et de se ressourcer. La jeune fille demanda à son père et à sa mère de la laisser partir avec son frère, mais elle savait pertinemment que c'était une excellente occasion de voir l'empereur de ses propres yeux. Et elle ne pouvait la manquer. La servante Tina triait la garde-robe de la princesse. Il fallait choisir une tenue adaptée au voyage, mais Charlie choisit une robe parmi toutes les autres. Elle a expliqué cela en disant qu'elle était autorisée à se rendre secrètement dans l'Empire et qu'elle devrait se déplacer librement pour voir beaucoup de choses intéressantes. La jeune fille déplia une robe en velours rouge bordée d'or. Elle était très élégante. Charlie demanda la marque, mais elle se reprit, le pays d'origine de la robe. La servante dit que cette robe était un cadeau de Toilin. Pour une raison inconnue, la princesse la trouva sympathique dès le premier regard. Tina était très heureuse. Après tout, elle et votre Altesse parlaient souvent de robes et de bijoux. Et elle était heureuse que ce temps soit revenu. Charlie demanda également qu'on lui prépare une robe de demoiselle d'honneur.
La princesse avait sa propre idée. 2 jeunes filles en tenue de soubrette se dirigeaient vers la voiture attelée. Mais le frère, à cheval, se moquait de Charlie. De toute façon, la famille Linois est visible de loin. Alain attendait déjà son Altesse près de la voiture. Il s'agenouilla et aida la dame à monter dans la voiture. Le prince rapporta que le chevalier avait été le premier à se porter volontaire pour accompagner la princesse au palais impérial. Après tout, son confort passait avant tout. Il semble que le jeune homme éprouve encore des sentiments pour la jeune fille. Elle lui tendit la main et le remercia de son aide. Mais elle mit les points sur les i et les barres sur les t. Elle lui demanda de ne pas s'attendre à plus. Au bout d'un moment, le cocher annonça qu'ils approchaient de leur destination. La princesse regarda par la fenêtre. De magnifiques parterres de fleurs de toutes sortes étaient disposés un peu partout. Charlie se demandait quel genre d'homme était l'empereur. Mais elle décida qu'elle comprendrait en le rencontrant. S'il était un homme bon, le plan pourrait échouer. S'il était terrible, l'issue était inconnue. La résidence de l'empereur était impressionnante par son ampleur. Ses finitions en marbre onéreuses, ses lampes raffinées et ses incrustations sculptées suscitaient l'admiration des visiteurs. À l'une des fenêtres, Charlie remarqua la silhouette d'un homme qui observait ceux qui arrivaient pour la fête. Mais elle fut aussitôt distraite par les nobles carrosses d'où descendaient les membres les plus illustres de leur famille. La princesse, coiffée d'une cape moirée, regarda autour d'elle avec enthousiasme. L'empire lui parut majestueux. La femme de chambre était occupée à trier et à déballer les bagages, mais elle était trop occupée. Charlie partit donc seul pour prendre l'air après ce long voyage. Soudain, son attention fut attirée par un jardin d'été avec une terrasse et d'immenses serres, et la jeune fille décida d'y jeter un coup d'œil. C'était un véritable paradis. Une multitude de fleurs exhalait des parfums variés. Le feuillage vert emplissait l'air d'une ozone des plus pures. La jeune fille marchait le long du sentier, sous les grands arbres, et elle se souvint de sa conversation avec Tina. Elle lui avait posé des questions sur l'empereur. À quoi il pouvait bien ressembler? Et Tina le trouvait effrayant. Soudain, un beau jeune homme surgit de l'ombre des arbres. Il jeta un regard intéressé à la jeune fille et lui demanda qui était devant lui. Elle ressemblait à une aristocrate de Toiline. Il y avait une chose que Charlie ne comprenait pas chez cet empereur sanguinaire. Pendant la guerre de Bégonia, presque aucun civil n'avait été blessé. C'est pourquoi la princesse nourrissait encore un faible espoir. Dans le pire des cas, Bégonia deviendrait simplement une partie de l'Empire, ce qui n'affecterait en rien le peuple. C'est pourquoi la jeune fille espérait que l'empereur était une personne normale. D'un autre côté, ses ambitions de conquête de terre dépassaient celles de Sa Majesté. La princesse fut tirée de sa rêverie par une toux. Le jeune homme des serres impériales lui rappela son propre visage. Il s'intéressait à celui qui se trouvait devant lui. « Oh, ah et ça !» La jolie dame était tout à fait son genre. Certes, le voile ne lui permettait pas de voir complètement son visage, mais il avait le sentiment que la beauté se cachait quelque part dans les nuages. Puis, le jeune homme s'approcha. Après tout, l'endroit était propice à la frivolité. Et il demanda en plaisantant si la jeune fille avait avalé sa langue. Et la princesse ne put vraiment pas dire un mot. Cet homme était son genre, et ses yeux bruns étaient si fascinants. L'homme approcha son visage presque du sien. Les yeux de la jeune fille s'attiraient comme un aimant. 2 immenses océans sans fond. On avait envie d'y plonger tête la première, et cette couleur outre-mer était unique. Soudain, Charlie eut l'impression d'être frappé par un éclair. Elle s'éloigna du bel homme et fit quelques pas. Elle lui ordonna de se ressaisir. Après tout, elle ne pouvait pas se laisser surprendre. Le jeune homme resta debout sur le chemin. La jeune fille en robe rouge, le visage voilé, s'enfuit à toutes jambes. La salle de réception du palais impérial était remplie de nobles dames et de nobles messieurs. Chacun considérait comme un honneur d'assister à la célébration et de féliciter personnellement l'empereur pour sa victoire sur Bégonia. Des représentants de différents clans s'approchaient de temps à autre de Sa Majesté. Un jeune homme vêtu à l'orientale s'approcha et se présenta comme étant le prince Toiline. Le prince Félian admirait la bravoure de l'empereur. Ce dernier le remercia avec réserve. Cet homme reflétait l'essence même de l'aristocratie orientale. Soudain, au milieu de la foule des invités, le jeune homme aperçut une inconnue venue du jardin. Elle se démarquait de la noblesse avec sa robe rouge flamboyante. La jeune fille croisa le regard de l'empereur et comprit qu'il s'agissait du jeune homme de la serre, et qu'il l'avait remarqué.
À cet instant, Charlie sortit précipitamment de la salle de réception. Cette beauté s'enfuyait dès que l'empereur la voyait. Mais Sa Majesté fut distraite par un jeune guerrier qui servait dans la garde du palais impérial. Il avait un message urgent. Une situation d'urgence s'était produite dans la forêt impériale qui commençait à l'est de la résidence. Des mercenaires avaient été repérés à la lisière de la forêt. Sortant du palais, Charlie courut partout où ses yeux se posèrent. Essoufflée, elle s'arrêta à l'ombre des arbres. Elle semblait avoir assez couru, et elle avait besoin de mettre de l'ordre dans ses pensées. Son plan commençait à s'effondrer. Après tout, elle avait besoin de recueillir des informations sur la personnalité de l'empereur et sur les raisons pour lesquelles il avait déclenché la guerre. Mais cette rencontre dans la serre menaçait de tout gâcher. Et puis Charlie décida qu'il était nécessaire de rencontrer l'empereur sous une forme complètement différente. Sous les traits d'une princesse. Mais pour l'instant, il valait mieux rester au palais et ne pas se faire remarquer. Soudain, ses oreilles perçurent un léger bruissement. Un homme apparut dans la clairière éclairée par la lune. Il était vêtu de noir et son visage était masqué. L'étranger tenait une lame à la main. Soudain, un cliquetis métallique retentit. Une autre épée fit tomber l'arme des mains du voleur. La princesse resta là, respirant à peine. Mais une voix familière s'adressa au fugitif. L'empereur s'approcha. Il dit qu'il l'avait cherchée parmi le clan Toilina, mais qu'il ne l'avait pas trouvée. Il fallait maintenant la capturer avant qu'elle ne décide de s'enfuir à nouveau. L'homme a également déclaré que cette situation dans la serre le faisait se sentir stupide. Après tout, on aurait dit que la fille voulait le séduire. Soudain, le bandit désarmé siffla et plusieurs autres personnes entrèrent dans la clairière. Elles étaient habillées comme les premières. L'empereur les identifia comme des mercenaires de Bégonia. L'homme attira la princesse à lui et lui murmura de rester près d'eux si elle ne voulait pas être tuée. Le mercenaire le plus proche avançait. Il criait que l'ennemi de Bégonia devait mourir. Et il fonça sur l'empereur à la vitesse de l'éclair. La lame d'un poignard étincelait dans sa main. Sa Majesté sembla simplement se baisser et agita sa main d'un côté à l'autre. Mais l'attaquant fut vaincu. Une épée tranchante transperça le ventre de son ennemi. D'autres mercenaires se précipitèrent également à l'attaque. Mais l'empereur les gérait avec la même aisance. Il esquiva les coups avec aisance, contre-attaqua et toucha les ennemis. Charlie observait la scène, effrayée à l'idée de respirer. Elle vit l'empereur tuer des gens devant son château, et il n'a même pas bronché. Il s'est avéré que c'était l'homme cruel décrit dans l'intrigue du livre. Cette scène n'a duré que quelques minutes, mais elle a semblé durer une éternité. Les agents de sécurité ont immédiatement accouru. Ils voulaient savoir ce qui s'était passé. Sa Majesté expliqua brièvement qu'une attaque avait été menée par les mercenaires dont il avait été informé. Il semblait qu'ils s'étaient rassemblés en un seul endroit et préparaient un sabotage. Comme personne n'avait attaqué l'empereur depuis longtemps, tout le monde se détendit un peu. Sa Majesté ordonna aux gardes d'évacuer les corps. Charlie tremblait comme si elle avait un frisson. Des gouttes de sang lui étaient tombées dessus. Et le bruit du métal qui s'entrechoquait résonnait encore dans ses oreilles. Le jeune homme lui demanda comment elle se sentait. On aurait dit qu'elle voyait des mercenaires pour la première fois. Le bel homme était magnifique, même si son uniforme était taché de sang. L'histoire était étrange, car à Toiline, de telles attaques étaient courantes. Mais la jeune fille avouait avoir très peur. Elle ne voulait plus voir des gens se faire tuer sous ses yeux. Sa Majesté lui couvrit alors les yeux de la main et lui conseilla de faire de même la prochaine fois. Du sang coulait de sa main sur son visage. Le petit corps, tremblant et maigre, couvert de traces de sang, ressemblait à un faon blessé. L'empereur suggéra de retourner au palais au plus vite pour soigner ce petit. L'homme souleva facilement la jeune fille sur son épaule, comme une proie, et se dirigea vers le palais illuminé et joyeux. Mais la jeune fille avait une question. Que faire maintenant? L'empereur soutenait la jeune fille par la taille, car elle ne s'était pas encore remise des récents événements dans la forêt impériale. Elle ressemblait à un faon effrayé. Le jeune homme parlait au majordome. Il lui demanda si son petit-fils aimait vraiment s'occuper des animaux. Le ténor répondit qu'il était actuellement occupé avec un chaton. Sa Majesté demanda à décrire le déroulement de l'opération. Le majordome raconta qu'au début, le chaton était craintif et hostile. Il se cacha sous le lit pendant un moment.
Le jeune homme comprenait alors pourquoi l'étranger avait peur de lui. Mais la princesse était perplexe. Il semblait que le bel homme la comparait à un petit chaton. Charlie était effectivement effrayée. Mais pour une toute autre raison. Après tout, si elle était retrouvée au palais impérial, cela provoquerait un conflit entre Renoa, Toiline et l'Empire. Il fallait agir de toute urgence. 3 heures s'étaient écoulées depuis qu'elle était restée seule dans le hall aux grands vitraux. Elle devait trouver un moyen de rentrer. Puisqu'il était impossible de parler à Sa Majesté en tant que princesse, il ne restait plus qu'à courir. Mais ce n'était pas facile de passer inaperçu. Et il n'y avait qu'une seule issue, la fenêtre. La fille aperçut un énorme coffre-fort posé sur la table et grimpa dessus. Elle dut alors sauter pour atteindre la porte massive. Mais d'abord, il me fallait trouver comment ouvrir les rideaux. Et ensuite, essayer de me relever en m'aidant des mains. Il n'y avait tout simplement pas d'autre solution qui me venait à l'esprit. Mais soudain, la porte de la salle s'ouvrit et l'empereur entra. Il n'arrivait pas à croire que cette jeune fille fût si effrontée. Elle voulait maintenant s'échapper de son territoire. L'homme baissa les yeux et vit sur quoi se tenait le fugitif. C'était un coffre-fort contenant un secret bien particulier. Dès qu'il bougea, l'alarme se déclencha. La file se figea. Les gardes pouvaient accourir. Et la honte retomberait non seulement sur elle, mais sur toute sa famille. Et à cet instant, elle ressemblait vraiment à un faon. L'empereur tendit les mains, comme pour inviter la fugitive à la confiance. Il lui demanda de descendre, car toute cette entreprise était périlleuse. Mais Charlie était en colère. D'abord, il l'avait laissée seule dans cette pièce. Maintenant, il donnait des ordres et essayait de la retenir. Mais le jeune homme s'y opposait. Après tout, il avait laissé la jeune fille seule pour qu'elle reprenne ses esprits, et non pour qu'elle tremble comme un faon effrayé. Mais il semblait que l'empereur avait fait quelque chose de mal. Il n'allait plus laisser l'étranger seul. Désormais, ils devaient être ensemble. Après tout, l'attente était un fardeau pour l'empereur aussi. Sa Majesté lui tendit la main avec assurance. La jeune fille y plongea sa paume. Elle devait rentrer immédiatement. Mais elle tomba dans ses bras du haut de son piédestal. Elle tomba dans ses bras comme si elle s'était noyée dans une mare. L'empereur lui demanda de ne pas s'inquiéter. Après tout, il promettait désormais d'être constamment avec elle. Il semblait qu'elle l'avait entendu. La princesse ne pouvait pas rester ici, des gens l'attendaient, et Charlie devait retourner parmi eux. La jeune fille promit de revenir la prochaine fois pour une visite officielle. Mais l'empereur ne croyait pas que son faon souhaiterait revenir au palais impérial. Mais la princesse n'avait pas vraiment le choix. Après tout, elle devait arrêter ce militant fanatique et empêcher une guerre. Dans le roman, cet homme était décrit comme un fanatique. Il conquit des royaumes les uns après les autres. Mais ce n'était plus le cas. Pour le savoir, il fallait poser la question. Et la jeune fille prit sa décision. Elle demanda au monsieur s'il était heureux de la rencontrer. Il répondit positivement, sans hésitation. Elle demanda alors pourquoi son visage était couvert de sang. Mais l'empereur se contenta de lui couvrir les yeux de la main, car elle était terrifiée. Mais la princesse insista sur le fait qu'elle était effrayée par la vue du sang, car c'était celui d'un homme assassiné. Alors l'empereur sourit et promit d'utiliser son propre sang la prochaine fois. Trop de sang, trop de discussions à son sujet, trop de souvenirs d'elle. Charlie était pris de vertige. On aurait dit que l'empereur voulait la couvrir de son sang. Le jeune homme prit le couteau et dit que désormais, la belle serait marquée de son signe, une partie de son corps. Mais la princesse lui intercepta la main. Elle voulait que son bracelet reste avec le maître. L'empereur lui passa le délicat bracelet de nacre au poignet. Désormais, il lui rappelait l'étranger. Mais l'homme devait maintenant faire quelque chose en retour. Il se pencha vers son poignet et effleura sa peau veloutée de ses lèvres. Sa Majesté demanda à l'étrangère de décliner son nom. La jeune fille balbutia « Rion ». Le jeune homme se fit appeler Cassicaphe. L'empereur tenait toujours la main de la belle dans la sienne. Il la regarda dans les yeux. Quelque chose d'étrange s'était produit. Mais tout se passerait-il bien à l'avenir? Telle était la question. Le lendemain matin, dans la résidence de l'empereur, Charlie réfléchissait à la situation actuelle. Elle n'avait pas réussi à s'échapper la veille. Et aujourd'hui, il était impératif qu'elle y parvienne. La jeune fille décida de s'adresser directement à l'empereur. Après tout,
La princesse était attendue par sa famille. La prochaine fois, elle promit de revenir pour une visite officielle. Mais Sa Majesté annonça qu'une réunion sur les affaires de l'État allait commencer et qu'il devait s'y rendre d'urgence. La porte massive se referma brusquement et la princesse n'eut pas le temps de dire un mot. La délégation de Linois rentrait chez elle demain, il leur restait donc peu de temps. Ils devaient partir. Soudain, un léger bruit retentit, comme si quelqu'un frappait à la fenêtre. Charlie aperçut une silhouette sombre derrière la vitre. C'était Alain. Le jeune homme avait retrouvé sa princesse. Et maintenant, il avait brisé la vitre pour sauver son Altesse. Le frère et la servante restèrent presque muets de joie en voyant le fugitif. Et elle était si heureuse d'être sauvée qu'elle ne put articuler un mot à travers ses sanglots. Alain rapporta que le royaume était prêt à révéler toute la vérité et à envoyer à l'Empire une demande d'enquête. Heureusement, la princesse fut retrouvée. La jeune fille imaginait avec horreur les conséquences. Une catastrophe majeure pourrait survenir. Et cela pourrait inciter l'Empire à déclencher une guerre majeure. Malgré tout, sa famille s'est précipitée à sa recherche. Le frère a posé beaucoup de questions. Il a demandé ce qui s'était passé et pourquoi sa sœur portait une robe toiline. La sœur décida de ne pas dire qu'elle avait été enfermée. Après tout, l'empereur s'était pris d'affection pour elle. Mais après avoir réfléchi un instant, elle raconta que M. Cassicaphe était tombé amoureux d'elle. L'empereur demanda à la jeune fille de se calmer à plusieurs reprises. Oui, la robe sauva la situation. Après tout, ayant appris que Charlie était une princesse, une crise diplomatique aurait pu éclater. Mais le frère ne comprenait toujours pas pourquoi Charlie avait choisi la robe toiline. Et la sœur décida de tout lui raconter. La princesse était terriblement curieuse de savoir quel genre d'homme était l'empereur. Elle décida donc de tout savoir sur lui en secret. Mais la beauté était très visible. Il fallait donc la dissimuler autant que possible, ne laissant que les yeux. Et la robe toiline était parfaite. Mais la jeune fille se trompa. Malgré toutes ces précautions, l'empereur eut le coup de foudre. Ses yeux à lui suffisaient. Alain était très contrarié. Il semblait que non seulement l'empereur était tombé amoureux de la princesse, mais qu'elle était également charmée par sa pression. Si l'aristocratie de Tvalin était au courant de tout cela, elle le prendrait comme une insulte à l'ensemble du pays. Cela ressemble à un scandale international. Alain joignit les mains. Il était évident que le jeune homme se retenait à peine. La délégation de Linois avait été invitée à la célébration du jour de la victoire. Et elle s'était présentée sous un tel jour. Restés seuls, le frère et la sœur purent parler franchement. Charlie affirma que l'Empire dressait les royaumes les uns contre les autres. Il s'enquit des discussions lors des réunions d'élite. Le prince rapporta que plus de la moitié de la noblesse croyait ces rumeurs infondées. Linois avait peu d'influence sur les autres royaumes. Par conséquent, l'aristocratie avait une grande influence. Charlie demanda alors directement à son frère ce qu'il en pensait. Quelle était la probabilité que l'Empire attaque le royaume de Linois? Mais il ignorait la réponse. La princesse regrettait d'avoir agi précipitamment. Après tout, elle avait promis de rendre une seconde visite à l'empereur, mais elle n'avait aucune intention de revenir. Sa réaction était imprévisible. Mais la situation n'était pas encore menaçante. Charlie demanda donc à son Altesse de lui envoyer une demande officielle pour qu'elle puisse se rendre au palais impérial. Bien sûr, la jeune fille ne pensait pas que sa visite mettrait fin à la guerre si rapidement. D'autant plus que la capture de Bégonia n'était clairement pas suffisante aux yeux de l'empereur. Le prince ne comprenait pas sa sœur. Elle semblait sur le point de devenir prisonnière de l'Empire. Et soudain, la princesse déclara qu'elle aimait aussi l'empereur. Ou plutôt, pas du tout. Elle ne le détestait pas. Comparé au héros du livre, ce héros était plus humain. C'est pourquoi la jeune fille voulait tout de même convaincre l'empereur. En bref, Cassicaphe ne semblait pas être un démon aimant tuer. La demande de visite du palais impérial avait été envoyée plusieurs jours auparavant. Père estimait qu'elle aurait dû être examinée depuis. Le roi était perplexe. Comment Charlie avait-il pu tomber amoureux de l'empereur en si peu de temps? Il semblait qu'il allait garder la princesse enfermée comme concubine. Mais la fille insista. Ce n'était pas tout à fait vrai. Elle éprouvait des sentiments pour l'empereur. Et elle souhaitait son bonheur. Soudain, la conversation familiale fut interrompue par un garde qui accourut dans la salle. Il annonça d'une voix brisée qu'une nouvelle guerre avait éclaté.
l'Empire avait déclaré la guerre au royaume de Twaline. Les plans de la princesse s'effondraient sous ses yeux. Sa demande de visite de l'Empire venait tout juste d'être envoyée. C'était apparemment la raison pour laquelle le royaume avait reçu une telle nouvelle. Mais la requête de son Altesse fut rejetée. Et la guerre éclata. La princesse n'en revenait pas, son nom. Après tout, son frère l'avait indiqué dans sa requête. Mais il confirma que la demande avait été envoyée au nom de la princesse Charlioni. Charlie faillit piquer une crise. Après tout, elle avait demandé le nom de Rioni. Dans le livre, le royaume suivant était Porto. Mais l'empereur entra en guerre contre Twaline. Il semblait vouloir retrouver son Phaon et le capturer dans son palais. Leur conversation fut interrompue par un garde. La nouvelle était urgente. Un rapport sur l'équilibre des armées de l'Empire et de Twaline était arrivé. La situation intérieure était confuse, d'autant plus que l'Empire avait récemment envoyé ses hommes à Twaline pour mener des négociations. Le roi se prit la tête dans les mains. Charlie était également bouleversé. Si tout cela était vrai, alors il y avait une catastrophe derrière tout cela. La princesse décida alors de se rendre immédiatement à Twaline pour parler à l'empereur. Son père et son frère tentèrent tous deux de dissuader Charlie de cette idée folle. Après tout, elle se rendait dans un endroit où une guerre était sur le point d'éclater. Mais la princesse insista de son propre chef. Si elle refusait, la guerre éclaterait. De plus, l'ordre de confiscation des terres avait changé. D'une voix assurée, Charlet annonça que le prochain royaume en lice était Linoa. Et son père céda, ordonnant tout le nécessaire pour préparer le voyage. Charlie avait créé beaucoup de problèmes. Le roi demanda à sa fille de tout faire pour faire changer d'avis l'empereur. Le prince n'arrivait pas à croire que son père envoyait sa fille unique dans l'antre du dragon. Il sortit rapidement de la pièce. Mais il semblait que son frère avait quelque chose en tête. Charlie sanglotait contre la poitrine de son père. Après tout, elle avait causé des pertes à son peuple. Et il y avait aussi le danger d'être entraîné dans la guerre. Mais il lui demandait de ne penser qu'à sa mission. En regardant par la fenêtre du carrosse, la princesse fut légèrement surprise. Pour un endroit où une guerre était sur le point d'éclater, l'atmosphère était trop calme. De plus, son Altesse fut invitée à prendre le thé en pleine action militaire. Il semble que le roi local n'ait pas saisi l'ampleur du problème. Alain accompagnait la princesse, mais des gardes armés lui barraient l'entrée. Les armes étaient interdites. Il devait soit les laisser, soit attendre dehors. Le nombre d'accompagnateurs était également limité, pas plus de 5. Il semble que la sécurité du roi ait été assurée ici après tout. Les jeunes gens se dirigèrent vers le palais royal où la table était déjà dressée pour le thé. La princesse demanda à Alain de ne pas la quitter d'un seul pas. Charlian Rotlinoa a salué Sa Majesté le roi Twaline, qui était vêtu d'une robe orientale traditionnelle avec un turban sur la tête. Le roi dit qu'il n'avait pas vu la princesse depuis longtemps. Il ordonna donc qu'une attention particulière soit portée au plat. Quelque chose alerta la princesse, mais elle ne comprit pas quoi exactement. Sa Majesté savait déjà que la princesse cherchait à rencontrer l'empereur. Elle souhaitait mettre fin à la guerre déclenchée par sa faute. Charlie se sentit vraiment coupable. Le roi, prenant une gorgée de thé brûlant, rit. Il était heureux qu'un tel trésor soit tombé entre ses mains. Aussitôt, la princesse et son entourage furent encerclés par des dizaines de guerriers au visage couvert. La suite de son Altesse était désarmée. Charlet était furieuse. Elle était venue ici pour mettre fin à la guerre, et le roi Twaline semblait vouloir un affrontement avec l'Empire. Mais le roi déclara que la princesse était désormais son otage et suggéra calmement de poursuivre la cérémonie du thé. Alain s'avança pour protéger la princesse, mais les voyous dégainèrent leurs poignards et le guerrier fut sommé de se rendre. La princesse demanda à son compagnon de se rendre. Après tout, elle ne voulait pas qu'il meure. S'il mourait, la jeune fille resterait seule ici. Sa Majesté ordonna aux gardes de conduire la princesse dans les appartements préparés pour elle. Le roi promit d'être indulgent envers elle, car la jeune fille était une otage précieuse. Le souverain rit après elle. La princesse prit toute la responsabilité sur elle, pensant que c'était sa faute si la guerre avait eu lieu. Or, Twaline se préparait à la confrontation depuis longtemps. Charlet ne comprenait pas pourquoi le roi Twaline était si confiant dans sa victoire. Apparemment, il possédait quelque chose qui inspirait confiance, et il n'avait pas peur de contacter l'Empire. Mais ce n'était pas le plus important.
L'action du roman prenait une direction complètement différente de celle de l'original. Peut-être était-ce dû à la différence d'époque ou à une séquence différente. Si tel était vraiment le cas, l'original ne pouvait plus être utilisé. Peut-être aurait-il fallu y penser plus tôt. Après tout, c'est à cause de la princesse que l'empereur a lancé des opérations militaires plus tôt que prévu. Et ce n'était plus le même homme qui avait conquis le premier royaume un an plus tôt. Charlie se maudit. Elle était trop obsédée par l'intrigue initiale. Auparavant, la princesse considérait la victoire de l'Empire comme évidente. Mais désormais, elle manquait de confiance. Après tout changeait trop souvent. La princesse se retrouva dans une pièce avec tout ce dont elle avait besoin. Les gardes annoncèrent que le marchand arriverait bientôt, et la princesse dut garder son calme. La jeune fille regarda autour d'elle. Tout était très différent de l'original. Il y avait même une possibilité que l'Empire perde cette guerre. Soudain, on frappa à la porte. Un marchand entra dans la pièce. La princesse fit cependant savoir qu'elle n'avait pas besoin de lui. Un jeune homme brun aux cheveux blancs entra. Il afficha un large sourire et salua Charlie comme une vieille amie. La jeune fille raconta qu'elle avait récemment perdu la mémoire et qu'elle ne se souvenait plus de beaucoup de gens. Le jeune homme lui rappela alors qu'il s'appelait Périan et qu'ils se connaissaient depuis longtemps. Le marchand raconta que c'était lui qui avait offert à Charlie cette robe de velours rouge Toiline. Et maintenant, à cause de cette robe, l'empereur voulait détruire le peuple Toilin. Le jeune homme remarqua cependant que le peuple refusait de le croire. Des rumeurs circulaient sur la beauté de Charlie, mais personne ne soupçonnait que l'empereur déclencherait une guerre à cause d'une jeune fille. Périen croyait également que Linois et l'Empire entretenaient de bonnes relations. Mais la liste des réparations présentées par le royaume de Linois indiquait le contraire. Il s'avéra que le père exigeait une compensation de l'empereur. Il s'agissait peut-être de sommes considérables. Mais le jeune homme supposa que l'empereur était venu à Toiline spécialement pour la princesse. Autrement dit, la guerre avait sans aucun doute commencé à cause de la princesse Charlie. La jeune fille décida de dire la vérité. Elle se fit passer pour une noble de Toiline. L'empereur se mit en colère. La princesse, effrayée, s'enfuit au royaume de Linois. Mais retourner au royaume de Toiline s'apparentait à un suicide pour Charlie. Cependant, la jeune fille le fit pour assumer la responsabilité de ce qui était arrivé par sa faute. C'était demander pardon au roi Toilin. Bien sûr, c'était naïf. Il était peu probable que l'empereur ait mis fin à la guerre d'un simple claquement de doigts de la princesse. Le jeune homme rit. Tous ne tombèrent pas aux pieds de la princesse, frappés par sa beauté. Lui, par exemple, avait résisté 2 ans auparavant. Mais son opinion changeait à présent. Périen se lança dans une explication. Toiline avait suivi de près la conquête de Bégonia. Il était clair que l'empereur nourrissait de grands projets de conquête. Le roi se débarrassa alors de tous les espions. Mais récemment, ils découvrirent quelque chose de très intéressant. Le marchand put ainsi devenir prince héritier, prenant le titre de son frère. Charlie ne comprenait absolument rien. L'intrigue se déroulait à l'opposé. Cela n'avait rien à voir avec le roman. Mais la fille décida de tout découvrir. Et le jeune homme commença son histoire. Après tout, la princesse ne pouvait de toute façon partager ce secret avec personne. Périen découvrit un ancien artefact magique dans les ruines. Il s'avéra que Toiline était capable de vaincre l'Empire. C'est pourquoi le roi, confiant en ses pouvoirs, se comporta avec arrogance. Le marchand proposa donc de retirer toute compensation à l'Empire. Après tout, ce n'était qu'une question de temps avant que la famille Linois ne devienne une marionnette entre les mains des aristocrates de l'Empire. En échange, le jeune homme offrit ce qui suit. Premièrement, il épouserait Charlie. Deuxièmement, le royaume de Linois se soumettrait à Toiline et ferait partie du futur nouvel empire. La princesse était furieuse. Elle était venue ici pour mettre fin à la guerre et non pour épouser on ne sait qui. Mais le marchand insista. Son père avait déjà donné son accord. Il pouvait donc se fiancer aujourd'hui. Il devait aussi faire passer l'empereur pour un scélérat, pour avoir déclenché une guerre au nom d'une femme mariée. Charlie était furieux. Un oreiller et quelques-unes de ses affaires furent jetées sur le pauvre homme. Elle s'était traînée jusqu'ici depuis longtemps et n'avait pas supporté l'inconfort pour autant. Périen évita les coups du mieux qu'il put. Cette fille était vraiment folle. Mais elle fit sortir cet impudent de sa chambre.
Dès que l'un des impudents sortit de la pièce, on frappa à nouveau à la porte. Un jeune homme, le visage masqué, regarda à l'intérieur. Il murmura qu'il s'appelait Luc et qu'il servait comme chevalier de Sa Majesté l'Empereur. Autrement dit, il s'avéra qu'il était un espion dans le camp ennemi. Le ténor informa l'empereur de la disparition de la princesse. Mais la situation était sous contrôle. Après tout, un espion recherchait déjà son Altesse, et bientôt, sa localisation serait connue. Soudain, un jeune homme de petite taille entra dans la pièce. L'empereur, impatient de l'entendre, ordonna aussitôt à tout le monde de partir. Un homme nommé Louis a rapporté que la personne recherchée, la princesse Charlionie Rotlinoa, faisait partie d'une délégation au royaume de Toiline. L'identité de la princesse a été confirmée une fois qu'elle a été vue avec son frère, le prince héritier du royaume de Linoa. Il s'avéra que la belle était la princesse Linoa et non Tvalina, et son nom était Charlionie et non Rioni. Il s'avéra que le Faon agile avait encore trompé l'empereur. L'assistant devina immédiatement les pensées de Sa Majesté. Il lui rappela que la princesse avait promis de revenir dans l'Empire. Ténor suggéra donc d'attendre. Comprenant les sentiments de Cassicaphe, il suggéra de trouver un portrait de la princesse. Après tout, les archives contenaient plusieurs œuvres magnifiques. Sa Majesté demanda à apporter une image de la belle. Le ténor demanda au gentleman s'il envisageait de présenter la princesse comme sa compagne à l'avenir. Sa Majesté réfléchit un instant. Si la princesse faisait une demande officielle de visite dans l'Empire, celle-ci serait rejetée. Sa Majesté décida alors de rendre visite en personne à la future impératrice. Le ténor lui rappela que selon l'étiquette, il était nécessaire d'offrir un cadeau. L'empereur réfléchit longuement à la tâche qui l'attendait. Son Faon ne supportait pas la vue du sang. Et si le cadeau était arrosé de sang, elle ne l'accepterait pas. L'assistant était indigné. Il suggéra de se passer de sang. Il restait moins de 5 espions impériaux à Toiline. Cassicaphe chevauchait à toute vitesse, poussant impitoyablement son cheval. Chemin faisant, il comparait les informations disponibles à ce moment-là. Le roi Toiline était un imbécile, et les imbéciles furent vite démasqués. Un ancien artefact magique fut découvert lors des fouilles de Maury. Soudain, Louis interrompit ses pensées et lui rapporta ce qui suit. La princesse s'était rendue à Toilin après s'être vue refuser l'autorisation de visiter l'Empire. Il semblait qu'elle avait mal compris la raison de ce refus. Le voyage à cheval jusqu'à Toiline dura environ 5 jours, plus long que celui depuis Linoa. La mission de Louis était de découvrir combien d'espions étaient capables d'atteindre la princesse. L'empereur franchit les portes du palais de Toiline à cheval. Le roi local et son armée lui rendirent hommage. Mais le souverain de Toiline ne semblait guère disposé à négocier. Sa Majesté impériale s'est montrée consciente de la question de la possession de l'artefact. Mais elle a souligné qu'il était peu probable que l'armée royale parvienne à ses fins. Mais le roi commença à menacer l'empereur avec véhémence. Il laissait entendre que Sa Majesté ne tenait pas suffisamment à sa vie et le Seigneur le regretterait. Aujourd'hui, l'Empire allait tomber. Le roi leva la main. C'était le signal pour l'armée d'ouvrir le feu et d'utiliser une arme secrète. Mais soudain, le feu engloutit le roi qui avait donné l'ordre et toutes les troupes présentes sur la place. Très vite, les flammes se propagèrent au bâtiment et bientôt toute la place fut en flammes. Il semblait que l'empereur en savait quelque chose. L'arme secrète fonctionnait mal. Le roi était un spectacle pitoyable. Son esprit victorieux avait éclaté comme une bulle de savon en une nuit. Cette arme ancienne fut découverte par le grand empereur il y a de nombreuses années. Elle jouait désormais en faveur de l'Empire. Sa Majesté avait apporté 50 de ces mini-canons spécialement pour l'occasion. Il fallait donc les manipuler avec le plus grand soin afin de ne pas les faire exploser. Le roi exigea immédiatement l'ouverture de négociations de paix. L'empereur accepta. Mais il fallait d'abord agir. Et les colonnes de feu volèrent vers l'armée. Le roi cria encore quelque chose, mais personne ne l'écouta plus. Un cercle de feu entourait les soldats ennemis. Pris de panique, ils se rassemblèrent, n'osant pas franchir le cercle pour défendre leur roi. L'empereur traversa le feu. Un bouclier magique protecteur brillait autour de son corps. Le vainqueur était désormais prêt à parler. Le roi demanda d'une voix balbutiante ce que désirait Sa Majesté impériale.
et il répondit simplement « Il désirait la reddition de Toiline ». Le roi ne céda pas. On ne pouvait pas parler de négociation. Après tout, l'Empire voulait tout conquérir. L'empereur proposa d'épargner la vie du roi en échange du royaume. Il refusa. Sa Majesté impériale expliqua qu'il était très facile d'effacer le palais de la surface de la terre avec une colonne de feu. Il était bien plus difficile d'apaiser le feu, de contrôler la magie. Si le roi n'acceptait pas les conditions, ni la famille royale ni les nobles ne survivraient. Le choix revenait au souverain. Le prince héritier s'avança alors et annonça qu'ils étaient accompagnés de la princesse Charlioni. Et si l'empereur parvenait à calmer le jeu, son Altesse refuserait de se marier. Mais le roi interrompit son fils. Après tout, il racontait des bêtises à propos du mariage. Certes, la princesse avait dit avoir offensé l'empereur, mais il n'était pas question d'un mariage avec Périan. L'empereur dégaina son épée. Le garçon prétendit que la princesse était tombée amoureuse de lui dès son arrivée à Toiline. Mais le prince était prêt à revenir sur sa décision pour l'empereur. Le jeune maître s'avança. Il enfonça son épée tranchante dans la poitrine de l'homme impudent. Il n'osa pas poser les yeux sur la princesse, sur son faon. Un jeune homme aux cheveux noirs, nommé Luca, entra dans la chambre de la princesse. Il apportait un message de l'empereur, mais la jeune fille doutait de la véracité de ses paroles. Le messager l'appela alors du nom de Rioni et lui demanda de rester avec lui jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à l'arrivée de l'empereur pour les négociations. Le chevalier ne pouvait pas connaître ce nom. Il continua de donner des instructions. Luca resterait auprès de la dame pendant que les gardes négocieraient. Puis il conduirait la princesse en lieu sûr. Mais Toiline ne semblait pas d'humeur à négocier. L'empereur, lui, y était favorable, et ce processus devait avoir lieu. Soudain, des bruits de sabots et des cris se firent entendre par la fenêtre. Charlie courut voir ce qui se passait. La place devant le palais commença à bouger. La première personne qu'elle vit fut l'empereur. Monté sur un cheval, il franchit les portes du château. Un beau cavalier vêtu d'un manteau rouge sur un étalon noir comme la nuit. Luca appela la princesse. Ils devaient se dépêcher. Alors que la place était en plein chaos, ils devaient profiter de l'instant pour s'échapper. Les jeunes hommes sortirent par la porte de derrière et montèrent sur le toit. Toute la place était en feu. Luca leur apprit que l'arme magique du roi était hors d'usage et que l'empereur avait une petite armée. La princesse ne croyait pas que les deux armées possédaient les mêmes armes. Autrement dit, l'empereur possédait un artefact magique similaire. Charlie fut surpris. Après tout, l'Empire n'avait jamais utilisé cette arme auparavant, lors de ses précédentes conquêtes, et il ne l'utilisait que maintenant. Luca expliqua qu'à chaque utilisation, les propriétés magiques de l'artefact étaient perdues, et l'arme devenait inutilisable. Sa Majesté n'a utilisé cet atout que dans les cas les plus extrêmes pour ne pas porter atteinte au peuple. L'empereur souhaitait toujours minimiser les dégâts dans les plus brefs délais. À Bégonia, ce processus prenait près d'un an. Soudain, Luca vit Sa Majesté traverser le feu. Une lueur blanche l'entourait. Aujourd'hui, Cassicaf n'était plus comme avant, comme s'il étirait le temps. L'empereur utilisa la magie de choc et un artefact protecteur, comme s'il voulait montrer son meilleur côté. En d'autres temps, il aurait tout accompli depuis longtemps, en décapitant ses ennemis. Le prince héritier cria à l'empereur, lui demandant de retirer les piliers de feu afin qu'il puisse renoncer à épouser la princesse. Mais Luca vit la princesse repousser cet impudent, et elle le confirma. Il semblerait que Périan se vantait auprès de Sa Majesté. Eh bien, sa tête lui tombera très vite des épaules. Avant que le défenseur ne puisse cligner des yeux, la princesse dévalait déjà les marches. Périan n'était pas censé mourir ici. La princesse détestait voir mourir les gens. En courant, la jeune fille hurla de toutes ses forces. Elle implora Sa Majesté de l'entendre, mais les flammes couvraient tout autour. Le marchand était assis par terre, l'épée de l'empereur pressée contre sa poitrine, tandis que les flammes faisaient rage autour de lui. La princesse courut de toutes ses forces. Elle appela l'empereur par son nom, mais il ne l'entendit pas. Soudain, à un moment donné, il tourna la tête. Charlie courut près des flammes. Luca le poursuivit. L'empereur ordonna qu'une magie protectrice soit créée pour la princesse. Et aussitôt, une lueur blanche apparut autour de la belle. La jeune fille s'approcha de Sa Majesté et s'inclina.
Elle se fit appeler princesse Rioni, ou plutôt Charlioni. Le jeune homme serra immédiatement sa bien-aimée dans ses bras. Il était incroyablement heureux de serrer son Phaon dans ses bras. Après tout, il était déjà las de regarder des portraits. Ils s'embrassèrent devant tous les présents, mais, en théorie, à ce moment précis, l'Empire négociait avec Toiline. Soudain, l'empereur demanda à Charlie si le prince héritier Toilina disait vrai lorsqu'il parlait de son mariage avec Rioni. Après tout, le marchand pensait que la princesse s'était enfuie pour sauver son fiancé. Elle secoua la tête. L'empereur ne pouvait pas laisser ce scélérat en vie. Il devait tuer tous les membres de la famille royale et toute la noblesse. La jeune fille comprit que cela entraînerait de terribles rumeurs à son sujet, les mêmes qu'après la conquête de Bégonia. Et la princesse demanda à réfléchir à un autre moyen de le punir. La belle la regarda d'un air si suppliant que l'empereur ne put résister. Il ordonna de laisser l'impudent en vie, mais de lui briser tous les membres. La situation était désormais moins tendue. La princesse décida alors de demander une faveur à Khazikaf. La jeune fille demanda la libération des personnes enfermées dans le cachot. Parmi elles se trouvaient des chevaliers, et certains d'entre eux s'y étaient retrouvés par erreur. Tous implorèrent sa clémence. Il y avait même un enfant dans l'une des cellules. Cependant, il fallait peser le pour et le contre. Il était impossible d'agir à la légère et de libérer tout le monde d'un coup. Il fallait se dépêcher. En passant devant l'une des cellules, la princesse aperçut un homme en uniforme des chevaliers de Rioni. Elle reconnut aussitôt Alain. Sa joie fut immense. La jeune fille lui demanda aussitôt s'il était blessé. La princesse exigea aussitôt l'ouverture de la cellule. Son fidèle chevalier fut enfin libéré. Les jeunes gens s'étreignirent comme de vieux amis. Alain s'inquiétait pour la princesse, car il ignorait si elle était encore en vie. Avec un roi comme Toiline, tout pouvait arriver à la belle. Mais l'empereur posa les mains sur ses hanches. Ce guerrier serra la future impératrice dans ses bras avec une telle tendresse. Personne n'osa faire cela. Alain repassa mentalement toute la chaîne des événements. Cette histoire avait commencé il y a bien longtemps. L'empereur n'avait pas eu de mal à conquérir le royaume de Linois. Toute sa puissance militaire était déjà aux mains de l'Empire. Il valait donc la peine d'attendre un peu que le royaume de Linois se retrouve coincé. C'est exactement ce qui était censé se produire. Ainsi, toute cette situation n'aurait pas eu lieu. Depuis leur enfance, le prince héritier et Alain étaient inséparables. Ensemble, ils ont surmonté de nombreux obstacles. Mais soudain, le jeune homme demanda à rejoindre le royaume de Linois. Khazikaf n'était pas pressé de laisser partir son ami, car il était avec lui depuis de nombreuses années sans un seul jour de congé. Mais maintenant, il demandait des vacances. Le jeune homme comptait rester à Linois le plus longtemps possible. Le cœur lourd, le noble ami le laissa partir, mais il lui ordonna de veiller à ce que la mission soit accomplie à son retour. C'est ainsi que le proche collaborateur du prince héritier se retrouva à Linois. Se faisant passer pour un aristocrate déchu, il devint chevalier, puis dirigea une escouade entière. Il finit par intégrer l'ordre des chevaliers. Mais une fois que le prince héritier est devenu empereur, il ne pouvait pas manquer l'occasion de déclencher une guerre pour de nouvelles conquêtes. Un jour, Alain se tenait sous son chêne préféré. Soudain, quelqu'un l'appela derrière lui. La princesse Charlie saluait le jeune guerrier. La relation amoureuse qui s'était nouée avec la princesse était une simple coïncidence. Après tout, le jeune homme comprenait que cette histoire d'amour serait de courte durée. Ce n'était qu'une question de temps avant qu'une guerre de conquête ne commence. Le royaume et la princesse elle-même seraient alors en danger mortel, et Alain ne pourrait plus la protéger. Un jour, le frère de la princesse annonça que Charlie s'était évanouie. Lorsqu'elle reprit connaissance, elle ne se souvenait de rien du passé. Le prince demanda donc à Alain de rompre avec sa sœur. Le jeune homme lui-même y réfléchissait, car les sentiments s'estompaient peu à peu. Maintenant que la jeune fille avait perdu la mémoire, ils étaient devenus étrangers l'un à l'autre. À plusieurs reprises, le jeune homme fut témoin d'une scène étrange. La princesse devint hystérique et répéta pourquoi. Après tout, 1 million de personnes avaient lu le livre, et le choix s'était porté sur elle. Il fréquentait la princesse depuis 6 mois, mais depuis 1 mois, ces scènes se multiplient. Ses sentiments, presque éteints, reprennent soudain de plus belle. Parfois, Charlie entamait une conversation sur la guerre et l'assujettissement de Linois à l'Empire.
On ne savait pas d'où cette idiote tenait une telle connaissance des stratégies de conquête. Maintenant que tous les chevaliers avaient été éliminés, toutes les informations concernant la princesse devaient être rapportées directement à Alain. Et il escorta personnellement son Altesse jusqu'à l'Empire. Mais lors d'une brève rencontre entre l'empereur et son vieil ami, la princesse disparut. Le prince Linois avait l'intention de demander une enquête publique. Les pensées du jeune homme furent interrompues par un messager. Il annonça que Sa Majesté recherchait un chevalier. Le messager fut alors chargé d'escorter Alain auprès de l'empereur. Bien sûr, il fallait déployer des efforts urgents pour retrouver la princesse. Mais les ordres de l'empereur passaient toujours en premier. Cassicaphe était très heureux de revoir son ami d'enfance, mais il alla droit au but. L'empereur ne courait jamais après les femmes, mais voilà qu'une dame apparut, éveillant sa curiosité. La jeune fille ressemblait à une aristocrate de Toiline, mais Sa Majesté tomba amoureuse de ses yeux. Purs, comme ceux d'un faon, Alain se demanda si Cassicaphe avait découvert de quelle dame Toiline elle était. Mais c'était inutile. L'empereur connaissait son nom, Rioni. Les pièces du puzzle se mirent en place. Alain se souvint de ce que la princesse avait dit à propos de la robe Toiline. Il demanda sans détour si son ami avait enfermé la jeune fille. Oui, il l'avait fait. Le chevalier demanda la permission de partir et quitta rapidement les appartements de l'empereur. Il avait besoin de confirmer son hypothèse. Le jeune homme entendit les servantes chuchoter. Dans un petit château, non loin du palais, vivait une jeune fille. Peut-être était-ce celle de Toiline, et le chevalier décida d'aller voir, d'y jeter un coup d'œil. Après tout, l'empereur parlait d'une jeune fille nommée Rioni, et non de Charlie. Par conséquent, on ne considérait pas que le jeune homme avait désobéi à son ami. Lorsque le guerrier atteignit la fenêtre, il aperçut la silhouette d'une jeune fille vêtue d'une robe Toiline. Mais la belle se retourna. C'était la princesse Charlioni. Le chevalier ne voulait pas que la princesse soit emprisonnée. Il ne voulait pas la laisser ici avec l'empereur. Et il lui tendit la main. Le jeune homme fut tiré de ses pensées par l'appel de l'empereur. Il demanda d'une voix qui ne souffrait aucune objection ce que faisait Alain. La réalité revint. Le chevalier serrait dans ses bras la princesse qui venait de le sauver de la prison de Toiline. Cassicaphe était terriblement en colère. Ils n'avaient échangé que quelques phrases. Pourtant, ils semblaient se connaître depuis toujours. De plus, leur relation était très étroite. L'empereur demanda comment la princesse connaissait Alain. La jeune fille ne pouvait croire que Sa Majesté connaissait aussi le jeune homme. Après tout, elle s'attendait au pire. Le maître a dit qu'Alain était son garde du corps. Mais il y a quelque temps, il a quitté le palais impérial pour le royaume de Linois. Charlie demanda alors des explications au chevalier. Il lui rapporta ce qui suit. Il pensait qu'il y avait trop d'espions à Linois. Le jeune homme affirma être membre de la garde de l'empereur et de la famille royale. Il s'avéra qu'il était lui-même un espion au royaume de Linois. Charlet n'en croyait pas ses yeux. Le carrosse impérial emmenait Sa Majesté et la princesse loin de Toiline. La jeune fille était si fatiguée après la journée qu'elle s'endormit dès que le carrosse se mit en marche. La belle, ouvrant à peine les yeux, demanda où ils allaient. Cassicaphe répondit que leur route passait par Linois. Il semblait que l'information concernant les espions se confirmait. La princesse devint froide. On aurait dit qu'elle apportait la guerre chez elle. Cela signifiait que l'empereur avait déclaré la guerre au royaume de Linois. Elle se leva d'un bond. Des larmes coulèrent de ses yeux. Cassicaphe attrapa la jeune fille par les épaules, l'empêchant de tomber. Il était dangereux de rester debout dans une voiture en marche. La voiture tremblait et oscillait sur les bosses. Ses yeux rappelaient encore plus ceux d'un faon. Les larmes scintillantes semblaient ajouter une lueur. Et maintenant, la fillette ressemblait vraiment à un faon orphelin. L'empereur caressa la tête de la princesse et répondit à ses questions avec constance. Non, il n'allait pas déclarer la guerre à Linois, bien que l'Empire en ait initialement prévu une. Mais la décision fut annulée. La jeune fille était épuisée. Elle avait tellement peur que Cassicaphe s'éloigne d'elle à cause de ce qu'elle avait fait. Elle se sentait tellement mal à l'aise. Pour changer de sujet, l'empereur demanda ce qui reliait Rioni à Alain. Après tout, ils semblaient très proches. La jeune fille répondit honnêtement qu'il était un vieil ami. C'était agréable de le revoir.
Et c'était un bon chevalier à qui on pouvait faire confiance. Je ne voulais plus en parler. Après tout, il ne restait plus que des fragments de cette confiance. L'empereur se tourna vers Rioni, c'est-à-dire Charlioni. Il voulait savoir comment sa famille l'appelait. Charlie. L'homme annonça alors qu'il appellerait également la belle ainsi. Il demanda à être appelé Kasykaphe. Son cœur battait fort. Cela ne lui était jamais arrivé. Elle dut fermer les yeux immédiatement pour ne pas trahir ses sentiments. La princesse vit qu'il se rendait à Linoa. Mais d'après la conversation précédente, la raison n'était pas la guerre. Elle décida alors de la découvrir. Kasykaphe lança un regard particulier à la jeune fille et répondit que c'était une demande en mariage. La jeune fille fut surprise par cette réponse. Elle ne comprit même pas immédiatement à qui s'adressait la demande. Mais, une seconde plus tard, elle comprit que l'empereur avait décidé de l'épouser. Mais l'homme regardait par la fenêtre. Habituellement, dans ces cas-là, le marié regardait sa bien-aimée dans les yeux. Même si la jeune fille le désirait secrètement, la princesse éprouvait un arrière-goût amer. Charlie se demandait pourquoi l'empereur voulait l'épouser, comment il en était arrivé à cette idée. Il répondit qu'il était mal à l'aise sans elle. Et Kasykaphe voulait que la princesse soit près de lui. C'était une raison étrange. Après tout, il n'était pas nécessaire de se marier pour cela. Sa Majesté avait probablement peur d'avouer ses sentiments pour la princesse. Finalement, l'empereur s'ouvrit. Il appréciait la princesse. Il n'avait jamais rien ressenti de tel auparavant. L'homme lui prit les mains. Il promit de tout donner à sa bien-aimée. Et, la regardant déjà dans les yeux, il demanda la jeune fille en mariage. Elle n'était pas contre, mais ce regard par la fenêtre était dérangeant. Comme si quelque chose de l'intérieur le tourmentait. Kasykaphe promit d'élever sa princesse à des hauteurs inaccessibles. Elle était ce dont cet homme avait besoin. Et l'empereur embrassa tendrement la petite main de son Phaon. 10 ans s'étaient écoulés depuis le jour où l'empereur précédent et son épouse avaient été empoisonnés. L'adolescent portait un costume ensanglanté. Il avait été attaqué de nuit, et c'était déjà une affaire banale. Son Altesse devait maintenant tuer le duc Séda. Mais le moment semblait encore loin. Chaque jour, le jeune prince frôlait la mort. Parfois, le jeune homme avait envie de sombrer dans un profond sommeil et de ne penser à rien. Ou de suivre l'empereur empoisonné pour échapper au problème. Et surtout, les pensées ne lui apportaient pas la paix. Kasykaphe comptait le nombre de groupes fantômes et d'espions déjà éliminés. Son ami Alain était lui aussi en danger. Les garçons se battaient côte à côte. Et plus d'une fois, ils furent exposés à un danger mortel. Mais ces derniers temps, Alain commença à prononcer des mots étranges. Il croyait que Kasykaphe atteindrait le sommet tout seul. Et sans son aide, le prince héritier s'en sortirait. On sentait que son ami prévoyait de quitter sa majesté. Peu après, Alain partit pour le royaume de Linoa. Peut-être ce jeune homme en voulait-il davantage. Et le prince ne le nomma pas garde du corps. C'était comme une trahison. Kasykaphe semblait mourir lentement de l'intérieur. Les jours gris se succédaient, et tant d'années passèrent. Le prince héritier se demandait comment il avait survécu. Un jour, le duc Sédou subit le châtiment. Le sang coula lors de la cérémonie de couronnement et ses proches furent massacrés. Il projetait de s'emparer du pouvoir en plaçant une jeune marionnette sur le trône. Le duc maudit le jeune empereur. Il ne comprenait pas comment une telle chose avait pu arriver. Après tout, la cérémonie était pleine de son peuple. Mais Kasykaphe se contenta de sourire. C'était lui-même qui avait recommandé ces hommes. Le duc avait des espions de l'empereur dans son camp. Mais un traître comme Blaine le méritait. Aujourd'hui devait donc être le premier jour de l'empereur en tant que marionnette, comme Cède l'avait rêvé. Mais Kasykaphe n'avait pas suivi un plan aussi astucieux. L'épée acérée de sa majesté transperça le corps corpulent du duc Séda. Ce bâtard voulait régner sur l'empire avec les mains du jeune empereur. Mais la justice a désormais prévalu. Même après cette vengeance, un vide subsistait dans le cœur du jeune empereur. Un vide qui ne serait jamais comblé. Et cet abîme le consumait de plus en plus. C'est à cette heure sombre qu'apparut cette jeune fille. Elle était radicalement différente de l'entourage de l'empereur, uniquement assoiffée de profit. C'était une personne pure et brillante. Si elle était un oiseau, le souverain aurait voulu l'enfermer dans une cage pour qu'elle soit à ses côtés. Mais la fille s'enfuyait à chaque fois. L'empereur aurait pu tout lui donner tant qu'elle était là.
Mais malgré tous ses efforts, Cassicaphe ne parvint pas à retenir la princesse. Les gardes rapportèrent de la disparition de Dame Riona. Cette fille était différente des autres. Ses actions étaient imprévisibles. Si Cassicaphe la revoyait, il ne la laisserait pas partir. Un jour, un jeune homme eut une idée. Si la princesse était sa compagne, il pourrait être avec elle à chaque instant. Cassicaphe prévoyait de demander la main de la princesse et de la faire impératrice après des négociations avec Toiline. Mais il fallait d'abord la retrouver. Mais alors, cet impudent, le prince Toilina, annonça son mariage arrangé avec la princesse. Sa Majesté faillit se couper la langue sur le cou. Il eut du mal à se contenir. Mais, tel un oiseau de paradis, sa princesse Rion s'envola hors du feu. L'empereur faillit s'évanouir sur place. Après tout, il comprit que la jeune fille cherchait à le rencontrer. Mais il y eut aussi ses accolades avec Alain à la prison de Toiline. Et Cassicaphe, semble-t-il, perdit à la fois son ami et sa bien-aimée. Déjà assis dans la voiture, le jeune homme était tourmenté par l'idée que la princesse le détestait. Il était submergé par les sentiments et cette nouvelle expérience ne faisait que le désorienter. La jeune fille, quant à elle, craignait que l'empereur ne se soit éloigné d'elle à cause de tout ce qui s'était passé. Cependant, la princesse ne voulait pas le contrarier. Finalement, le jeune homme décida de tout savoir sur la nature de la relation entre la princesse et Alain. Après tout, la jeune fille appelait si tendrement son ami par son prénom. Mais il s'avéra qu'ils étaient de vieux amis et qu'il n'y avait aucun lien romantique entre eux. L'empereur demanda alors à être appelé par son nom, Cassicaphe. C'était maintenant au tour de la princesse. Elle demanda la raison de sa visite dans son royaume, mais l'empereur n'était pas encore prêt à répondre à cette question. Après tout, il voulait l'offrir à Toiline en cadeau de mariage. Mais l'homme avoua qu'il allait demander Linois en mariage. Même si la princesse n'aimait pas le jeune empereur, cela ne changerait rien. C'était la faute du Faon d'avoir attiré l'attention de Sa Majesté. Elle devait être là. Mais la jeune fille lui suggéra de venir étudier à l'Empire. Il pourrait alors se voir. Mais cela ne suffisait pas au gentleman. Elle devait l'épouser. Point final. Et il lui donnerait tout ce qu'il avait. Alors l'empereur demanda la main de la princesse en la regardant droit dans les yeux. Si la princesse le refusait, il créerait des chaînes qui la lieraient, progressivement et imperceptiblement. Et alors, elle ne pourrait plus vivre sans lui. Mais si elle n'était pas là, alors tout ce qui entourait la princesse se transformerait en un désert et disparaîtrait. Il avait besoin de cette femme. Il avait absolument besoin de Charlie. Et l'empereur demanda à la princesse de se donner entièrement à lui. Mais Charlie n'appartenait qu'à elle-même. Et elle ne voulait pas perdre son identité. Et elle ne pouvait plus faire entièrement confiance à Cassicaphe après sa jalousie envers Alain. L'empereur pouvait changer, mais la princesse n'y croyait pas. Elle ne pouvait pas faire confiance à l'homme qu'elle aimait. Et c'était très triste. Mais l'empereur accepta son choix. Le cortège impérial s'arrêta devant une auberge. Du bruit résonna de tous côtés. On frappa à la fenêtre. Un homme annonça l'arrivée du faucon de Toiline. L'empereur quitta aussitôt la voiture. Charlie s'ennuyait. Elle décida donc de descendre du carrosse. Elle vit alors un groupe de chevaliers qui fixaient la princesse de tous leurs yeux. C'était une sensation étrange, mais son attention fut détournée par un jeune homme en uniforme de garde. Il demanda à être appelé Henry. Il fut chargé de protéger la princesse. La jeune fille se demandait pourquoi les gens la fixaient ainsi. Après tout, toute cette attention la rendait un peu gênée. Peut-être que la princesse devrait remonter dans le carrosse. Mais soudain, dans la foule, elle aperçut une enfant, la même petite fille enfermée dans un cachot, et libérée par la princesse. Henry dit que la fille était une sainte devenue sorcière. C'est pourquoi elle a fini dans la prison de Toiline. Le garde décida alors d'emmener la petite fille avec lui. Le garde expliqua que ceux qui avaient le don de prophétie étaient appelés saints. Mais s'ils abusaient de leur pouvoir céleste, ils étaient considérés comme des sorciers. La jeune fille était vêtue de vêtements ordinaires et ne différait en rien d'un enfant ordinaire. La princesse décida alors de s'approcher d'elle. La fillette se pencha vers la petite sorcière et lui demanda de l'appeler Charlie Uni. Au début, la petite fille ne fit pas confiance à la princesse, mais se présenta néanmoins sous le nom de Bonnie. Il était étrange qu'une si petite enfant soit accompagnée de gardes aussi sévères. La jeune fille venait de sortir de prison. Il n'était pas étonnant qu'elle ait eu peur. Peut-être avait-elle peur de ses gardes. Charlie suggéra alors d'interroger l'empereur au sujet de la fille. Soudain,
Il autoriserait la petite à monter dans leur carrosse. Aoul! Bonnie était un nom bien étrange. Mais d'abord, il fallait laver l'enfant. De plus, la fille voulait aller aux toilettes. Mais elle était gênée d'en parler au chevalier. La jeune fille, prenant son courage à deux mains, demanda à la bonne dame de rester avec elle. Apparemment, l'enfant sentait qu'elle pouvait lui faire confiance. Soudain, l'enfant lança un regard étrange à la princesse. Puis il se tourna vers Charlioni. Ce n'était absolument pas Bonnie qui parlait. La voix de l'enfant se transforma en une voix masculine et rauque. La voix se proclamait Dieu et disait que tout était sous contrôle tant que la fillette portait une entrave. Les habitants croyaient au dieu Krikael, et à la jambe de l'enfant se trouvait un bracelet qui ressemblait à des chaînes. Dieu demanda à Charlioni de cesser d'interférer avec les plans de l'empereur. Mais elle s'y opposa. Après tout, avec le déclenchement de la guerre, de nombreuses personnes allaient mourir ou perdre leur famille. La jeune fille s'approcha de la princesse. Une voix grave annonça qu'elle s'ennuyait. Dès que la belle apparut, les plans de Cassicaphe commencèrent à s'effondrer. D'après les paroles du dieu, il s'avéra qu'il savait d'où venait Charlie, et il prévint que la princesse ferait mieux de l'écouter. Dès que la fille voulut poser une autre question, le dieu disparut instantanément. Il lui dit qu'il était temps pour lui de partir. C'est ainsi que Charlie apparut dans ce monde. En un instant, la petite fille pleurait. Elle demandait à Charlie uni ce qui s'était passé. Il semblait que quelque chose de terrible était arrivé, et la petite fille répétait quelque chose. Cela s'était déjà produit 2 fois. Mais l'enfant ne se souvenait de rien. Un jour, des gens avaient tué sa mère et tout avait commencé. Depuis, elle était devenue une terrible petite sorcière. La princesse serra la fillette en pleurs dans ses bras. C'était une enfant ordinaire et belle. Mais Dieu en fit une marionnette entre ses mains. Elle risquait d'être marquée au fer rouge et privée de vie. À ce moment-là, l'empereur arriva. La princesse annonça que le saint avait parlé. Cassicaphe fut stupéfait. Il fut également surpris de voir l'enfant avec Charlie. Mais elle expliqua que la jeune fille avait peur des chevaliers. Elle demanda alors à l'empereur la permission de la laisser près de Charlie. De plus, elle était retenue par un bracelet à la jambe. Cependant, le jeune homme s'y opposa. La jeune fille avait récemment été déclarée sorcière. Et si elle se sentait mal à l'aise avec les chevaliers, il l'enverrait chez la magicienne. Il ordonna alors au chevalier d'envoyer la jeune fille à Aissol et de veiller à lui teindre les cheveux de n'importe quelle couleur, sauf en blanc, afin d'éviter que la rumeur ne se répande que le convoi transportait une sainte. Le jeune homme donna également des instructions à la mariée. Ne faire confiance à personne, sauf aux personnes présentes. Et le chevalier nommé Louis emmena l'enfant. Charlie pensait que la petite fille s'accrocherait à elle, mais elle se contenta de lui rendre un regard d'adieu. La princesse fit un signe de la main à la malheureuse enfant. Cassicaphe tendit la main à sa bien-aimée et suggéra qu'ils retournent à la voiture. Après tout, ils avaient encore quelque chose à se dire. Tard dans la nuit, le convoi reprit sa route. L'empereur observait sa bien-aimée, mais la princesse était plongée dans ses pensées. Il s'avéra qu'elle avait vraiment énervé le dieu local Krikael. Et il commença à agir par l'intermédiaire de Bonnie, ou plutôt à parler par ses lèvres. Mais l'empereur refusa de dire ce qui arriverait ensuite à la jeune fille. Il semblait ne pas faire confiance à Charlie. Pourtant, la jeune fille était secrète, et elle ne faisait pas confiance à Cassicaphe en tout. Mais le jeune homme révéla la vérité. Il n'avait pas encore complètement résolu le problème de la sainte, mais elle pouvait être utile. C'est pourquoi il fut décidé de l'emmener avec lui. Charlie pensait que dans ce monde, une personne pouvait être considérée comme une chose, considérée en termes de profit ou d'utilité. Mais tout ce que la princesse pouvait faire, c'était se montrer douce avec la jeune fille. Il était important pour l'empereur que la jeune fille ne le déteste pas. Après tout, il lui arrivait d'être dur. Mais Charlie comprenait qu'il défendait les intérêts de l'Empire. Leur conversation fut interrompue par un chevalier. Il s'approcha du carrosse pour leur rappeler une chose importante. Demain, c'était la nuit de pleine lune. C'était évidemment quelque chose d'important, mais le livre n'en parlait pas. Il s'avéra qu'à ce moment-là, le pouvoir du dieu Kriael était à son plus bas. La pleine lune se levait depuis 3 jours. Le corps de toute personne subissant cette lumière était couvert d'une malédiction. Habituellement, le temple en informait à l'avance.
Mais à cause de la guerre avec Toiline, ils le signalèrent tardivement. L'empereur avait annoncé qu'il resterait bloqué à Tyle à partir de demain jusqu'à la fin de la pleine lune. Mais la jeune fille tenait à prévenir sa famille à l'avance. Après tout, si tu pars maintenant, tu pourras atteindre Linois en une demi-journée. Mais l'empereur craignait que la princesse n'ait pas assez de force pour un tel voyage. La jeune fille, quant à elle, assura qu'elle s'en sortirait. Il fut alors décidé de partir immédiatement. La route fut tracée à travers les monts Solvik, situés entre Rinoa et Toiline. La dernière fois que la princesse avait emprunté ce chemin, ils avaient dû faire demi-tour presque immédiatement. Mais maintenant, ils étaient accompagnés de chevaliers et de mages. Tout devrait donc bien se passer. Cassicaphe avertit que si la voiture s'arrêtait, il ne fallait en aucun cas sortir dans la rue. Cela pouvait être mortellement dangereux. Les bandits n'avaient pas encore attaqué, bien que le convoi ait presque franchi les montagnes. Ils allaient probablement se détacher à la toute fin. Soudain, un crissement de roues retentit et le convoi s'arrêta. Charlie pensa immédiatement à Bonnie. Après tout, dans ce cas, la jeune fille serait restée au cœur des événements, d'autant plus qu'on entendait déjà du bruit. L'empereur avait très peur de laisser la princesse seule avec la sainte. Mais la jeune fille lui rappela le bracelet de retenue qu'elle portait à la jambe. Et Cassicaphe céda. Sa Majesté ordonna à la sorcière Aissol de verrouiller la porte du carrosse et de jeter un sort de protection sur celle insonorisée, et d'amener la jeune fille. La petite fille monta dans la voiture. L'enfant sourit, tellement heureuse de revoir son Charlie uni. Aucun bandit ne l'effrayait à proximité. La jeune fille prit la princesse par la main et dit qu'elle n'avait absolument pas peur, comme si c'était sa mère qui lui tenait la main. Charlie se souvenait que la mère de la fille avait été tuée, puis qu'elle avait été emprisonnée. Cet enfant avait traversé un immense chagrin, et, très probablement, elle avait eu très peur, même si elle ne l'avait pas montré. Dans un accès d'émotion, la princesse serra Bonnie dans ses bras, et le petit corps se détendit. La fillette dit qu'elle avait de très bons protecteurs. Après tout, l'oncle Henri savait bien manier l'épée. Et le magicien tenait le feu. La jeune fille voulut ajouter quelque chose, mais l'empereur s'approcha. Tout était fini, les bandits avaient été éliminés. Maintenant que le danger était passé, l'enfant n'avait plus besoin de rester dans la voiture. Mais Charlie demanda à quitter la fille. Après tout, la destination était proche, et ils pouvaient tous y aller ensemble. Cassicaphe regarda la petite fille un moment. Et finalement, il céda. La fille murmura quelque chose à l'oreille de son Charlie uni. Elle demanda à la dame qui était Sa Majesté. Et la princesse dit qu'ils voulaient se marier. Alors, la jeune fille répondit joyeusement que c'était le marié. C'était que la première fois que Charlie prononçait ces mots. Cassicaphe était son marié. Une demi-journée s'écoula en conversations agréables. Le temps fila presque inaperçu. Ils arrivèrent sains et saufs à Linoa depuis Toiline, avant l'annonce de la guerre. Dès que la calèche arriva au palais royal, toute la famille Charlie accourut pour l'accueillir. Ils embrassèrent leur petite fille. Après tout, ils avaient entendu des rumeurs sur ce qui s'était passé jusque-là. La jeune fille raconta brièvement l'histoire de l'arme magique et de son enlèvement. Elle raconta également qu'Alain était un espion de l'Empire. Le père se prit la tête dans les mains. Cet homme les avait trompés pendant tant d'années. La prochaine cible de l'Empire était donc le royaume de Linoa. Mais la princesse demanda de ne pas s'en inquiéter. L'empereur promit de ne pas les attaquer. Après tout, il avait demandé Charlie en mariage. Père à l'État. Il s'avéra que si Charlie avait reçu une proposition officielle de l'empereur pour devenir son épouse, elle était la future impératrice. Henri fut désigné comme garde du corps personnel de la princesse. C'était un brave homme. Ils devinrent amis durant le long voyage. Le jeune homme discutait alors de l'avenir de la princesse. Si l'empereur lui faisait une demande officielle, la future impératrice devrait vivre dans l'Empire pour se marier. Charlie était perplexe. Comment Henri pouvait-il être au courant de la demande en mariage? De plus, Cassicaphe n'avait pas prononcé le mot « mariage ». Il avait seulement promis d'élever la princesse au plus haut rang. Mais le guerrier insista sur le fait que Sa Majesté avait invité la jeune fille à devenir son impératrice, et il avait dit cela avant de se rendre à Toiline. Tout le monde le savait déjà. Lorsque Charlie raconta cela à sa famille, personne ne l'a cru. L'empereur voulait faire de la jeune fille une impératrice, et non une concubine.
le roi Linois eut une conversation officielle avec l'empereur. Sa Majesté l'informa qu'il emmènerait la princesse Charlioni à l'Empire dès la fin de la nuit de pleine lune. Le roi ne s'attendait pas à ce que sa fille parte si vite. Et il avait encore une question sans réponse concernant Alain. Mais l'empereur déclara vouloir emmener Alain avec lui pour protéger la princesse. Et Sa Majesté s'excusa pour le rôle joué par son espion à Linois. En emmenant Alain loin du royaume pour protéger la princesse, sa mission d'espionnage dans son royaume natal pourrait être cachée et les rumeurs pourraient être évitées. Cassicaphe promit à son royaume une compensation pour les dommages causés. Mais la princesse lui suggéra de régler l'affaire avec son père. L'empereur annonça alors qu'il avait un cadeau pour la famille royale. Sa Majesté espérait qu'elle ne refuserait pas. Le souverain annonça qu'il offrait Toiline au royaume de Linois. Il demanda de les informer si un tel cadeau ne suffisait pas. Charlie demanda avec surprise si l'empereur avait attaqué Toiline exprès, dans l'intention de l'offrir en cadeau. Mais il expliqua qu'avec de telles armes magiques et leurs ambitions, la guerre était inévitable. L'empereur accéléra simplement le processus. La princesse était très préoccupée par son départ imminent. Elle et sa servante devaient rassembler toutes les affaires de son Altesse en un rien de temps. Mais Tina était choquée par une telle tâche. Il était presque impossible de rassembler toutes les tenues et tous les bijoux en 3 jours. Après tout, tous les biens nécessitaient un emballage soigné. Charlie suggéra alors de n'emporter que le strict nécessaire, d'autant plus que la mode dans l'Empire était différente de celle locale. Ainsi, il serait possible d'arriver à temps. La jeune fille s'inquiétait de la manière dont elle deviendrait impératrice. Après tout, l'Empire ne s'était développé que grâce à Cassicaphe. Une place auprès du Seigneur impliquait certaines difficultés. La puissance de l'Empire s'étendait à d'autres royaumes par la guerre. Il y avait de jolies princesses partout. Et Cassicafou recevait des offres alléchantes de partout. Et comme la plupart des mariages de noblesse reposaient sur la richesse matérielle, il pouvait conférer à l'Empire un pouvoir accru. Charlie s'en inquiétait. Cassicaphe prétendait aimer la princesse. Mais cela ne pouvait durer éternellement. Ses sentiments s'estompaient avec le temps. La princesse prit un document spécial sur son bureau. Elle devait le signer dès son entrée dans l'Empire. C'était un serment écrit, scellé par un sort. Le rompre aurait des conséquences. Sans cette signature, la princesse ne pouvait pas se sentir en sécurité, car elle était inquiète et ne faisait pas entièrement confiance à Cassicaphe. Charlie demanda à la servante si elle avait accompagné Bonnie jusqu'à l'aile des invités du château. La servante lui demanda alors qui était cette fille. Tina n'avait jamais vu d'enfant aussi mignon que cette petite fille. On aurait dit un petit chaton, et très poli pour son âge. Mais Charlie avait très peur que le soi-disant Dieu ne s'empare à nouveau du corps de Bonnie et ne menace la princesse, ou pire, ne lui fasse du mal. La jeune fille décida d'en parler au prêtre. En attendant, elle décida de chercher des informations sur Kricaël à la bibliothèque. À sa grande surprise, Charlie apprit qu'il n'y avait jamais eu un seul cas de possession du corps d'une personne alors qu'elle était enchaînée magiquement. Kricaël raconta que les chaînes résistaient lorsqu'il parlait à la princesse. Il ne fut donc pas facile pour le dieu de briser cette barrière, mais il était impatient de parler à Charlie. Le bibliothécaire royal ignorait l'existence d'autres dieux que Krihael, Tina non plus. Il semblait que le seul dieu semait le chaos pour son propre plaisir. Charlie y réfléchit tout au long de la nuit de pleine lune. Mais heureusement, ce fut terminé. Le départ fut retardé d'une journée, car Alain n'avait pas encore eu le temps de remettre Toiline au roi Linois. Il était étrange qu'Alain doive le faire, car cet homme était un espion. Malgré la générosité de l'empereur, la blessure de son cœur ne pouvait guérir aussi vite, non seulement celle de Charlie, mais aussi celle de tous les autres. La jeune fille s'approcha de l'arbre. Elle était émue, car elle ne l'avait pas vu depuis longtemps. La première fois qu'elle y était venue, elle avait beaucoup pleuré. C'est là que, pour la première fois, la princesse entendit quelque chose qui la fit douter de tout ce qui lui avait été donné. Elle ne se souvenait pas grand-chose de son passé. Chaque fois que la princesse essayait de se souvenir de quelque chose, l'étincelle s'allumait pendant 1 seconde, puis tout devenait flou. La jeune fille avait l'impression d'étouffer. C'est là, près de cet arbre, qu'elle rencontra Alain pour la première fois. Charlie se promenait dans le jardin royal lorsqu'Alain sortit à sa rencontre. Ils avaient l'habitude de se retrouver ici. On aurait dit que cela s'était produit avant que la fille ne finisse dans le corps de Charlie.
Pourtant, cela lui semblait injuste de le faire maintenant. La princesse continuait de se demander pourquoi Alain avait commencé à sortir avec elle. Après tout, on savait qu'il était un espion au service de l'Empire. Charlie continua. Elle n'était ni reine ni même princesse couronnée. Pourtant, le jeune homme la traitait bien. Le jeune homme ne répondit à aucune question, mais il reconnut sa culpabilité et promit de tout mettre en œuvre pour implorer son pardon. Tout était prêt pour le départ. La famille est venue saluer leur fille unique. Ils lui ont souhaité du bonheur, mais la séparation était très triste. Les parents et le frère ont béni la princesse sur son chemin et lui ont promis de la contacter aussi souvent que possible. La jeune fille essaya de sourire, mais des larmes brillèrent dans ses yeux. Là-bas, dans l'Empire, elle devrait se débrouiller seule. Et elle doutait d'y parvenir. Le cœur de l'empereur se brisait sous ses larmes. Il était prêt à tout, si seulement son Phaon n'était pas triste. Mais elle ne désirait qu'une chose, que ses sentiments pour elle ne changent pas. Cassicaphe assura que ses sentiments pour la princesse ne changeraient pas. Mais les gens pouvaient changer avec le temps. Et Charlie n'était pas encore assez fort pour faire entièrement confiance à l'empereur. Elle expliqua à voix haute que dans l'Empire, personne ne lui était familier et qu'elle craignait la solitude. Mais le jeune homme lui assura qu'elle n'avait besoin de connaître personne d'autre que lui. Avant de s'engager sur la route de montagne, Cassicaphe suggéra que leur visage soit dissimulé par magie. Ils devaient ainsi rester méconnaissables jusqu'à Tyr. La sorcière agita sa baguette et lança un sort de dissimulation. Mais Charlie ne sentit absolument rien. Certes, leurs visages devinrent quelque peu flous, mais Cassicaphe n'apprécia pas cela. Il demanda à Aizol d'utiliser un autre sort. Le mage lui répondit que leur apparence changerait alors. L'empereur lui ordonna de ne pas bavarder, mais de lancer un sort de purification. Dès qu'Aizol agita sa baguette, la princesse ressentit une légèreté envahir son corps, et ses yeux commencèrent à voir clairement. La princesse remercia Mademoiselle Capita avec émotion. Après tout, la magie avait été si utile. La sorcière sourit affablement et demanda à l'appeler par son nom. Le château de Tvalina apparut par les fenêtres. C'était la deuxième fois que Son Altesse passait par ici. Mais la dernière fois, l'endroit paraissait sombre et chaotique. La vue au-delà des remparts du château était tout simplement magnifique. Puis, debout sur le toit du château, Alain et lui admirèrent le ciel nocturne. Alain raconta alors à la princesse beaucoup de choses sur Tyr. Mais dès lors, la jeune fille s'interdit de penser à Alain. Ce qu'elle apprit à son sujet la hantait profondément. Le maire les accueillit aux portes du château et offrit immédiatement aux invités un déjeuner et un repos. La princesse apprit que tout le monde les considérait désormais comme une famille noble ordinaire de l'Empire. Les jeunes hommes furent escortés jusqu'à leur chambre. Cassicaphe supposa que les habitants ignoraient qui se trouvait devant eux. Le sortilège fonctionnait. Peut-être faisait-il semblant. La servante choisit une belle tenue pour la princesse. Elle se changea pour le dîner et était absolument magnifique. Bonnie applaudit. Les émotions des enfants étaient si sincères. Tina voulait choisir quelques accessoires supplémentaires pour son Altesse. Mais on frappa déjà à la porte. La servante annonça l'arrivée de Milord. Cassicaphe entra dans la pièce et resta stupéfait. Ce n'était pas sa fiancée, mais une fée surnaturelle. Dans une robe presque légère, avec des boucles savamment coiffées et les yeux immenses d'une petite biche. L'empereur baisa la main de la princesse. Mais elle dit qu'il y avait quelque chose à discuter, et, se dressant sur la pointe des pieds, elle murmura à l'oreille de l'homme comment l'appeler en public. La princesse proposa de s'appeler par son deuxième prénom, Rioni, et elle demanda à lui révéler le deuxième prénom de l'empereur. Après tout, ils étaient désormais différents de ceux qui les entouraient. Le jeune homme a proposé de s'appeler Cacha. Mais Charlie a eu l'idée de changer ce nom en Chacha pour qu'il ne ressemble pas trop au vrai. Cassicaphe resta silencieux. Mais il déclara que cette option lui convenait. Il lui proposa alors le nom de Lily. Tous deux savourèrent ces prénoms, les prononçant chacun différemment. L'empereur embrassa tendrement la princesse. Le maire lui dit que la vue de la ville la nuit était tout simplement magnifique. Le jeune homme invita la mariée à faire une promenade si elle n'avait pas encore vu Tyr la nuit. Charlie avait déjà admiré ce magnifique spectacle, mais elle décida de ne pas refuser le jeune homme.
et de ne rien lui dire. La vue de la ville, la nuit, était véritablement fascinante. Charlie et Cassicaf se tenaient sur le mur de la forteresse. En contrebas, c'était comme si une mer de feu s'abattait à leurs pieds. Le jeune homme serra la princesse dans ses bras. Il comprenait que Charlie s'inquiétait du voyage vers l'Empire. Mais il pouvait y avoir une autre raison. Mais la jeune fille répondit que c'était une réaction tout à fait naturelle. Elle avait peur du changement. Et la présence de ce jeune homme à proximité ne facilitait pas la situation. L'homme supposait que la mariée regrettait déjà de s'être fiancée. À sa proximité, c'était comme si un mur invisible s'élevait entre eux. Impossible de le franchir. Ayant été amenée ici contre son gré, la princesse souffrit de nombreuses choses qu'elle ne pouvait contrôler. Elle ne pouvait faire entièrement confiance ni à l'empereur ni à Alain. Après réflexion, Charlie se promit une chose. Elle gardait ses distances lorsqu'elle voulait blâmer les autres pour tout ce qui se passait. Il était surprenant que Cassicaf s'en soit rendu compte si vite. Le mari n'était pas non plus totalement honnête avec elle. Il n'avait qu'un seul désir, son faon. Il la voulait tout entière, sans laisser de traces, et l'empereur prit la beauté dans ses bras, pour ne faire qu'un avec elle. La jeune fille était effrayée. Elle ne comprenait pas ce que le jeune homme voulait dire. Après tout, ils étaient déjà ensemble sur les remparts de la forteresse. Mais l'empereur s'approchait déjà du bord. Charlie ferma les yeux et faillit s'arrêter de respirer. À un moment, elle se sentit tomber. L'empereur fou sauta à terre, la tenant toujours dans ses bras. Un instant plus tard, ils étaient déjà sur la corniche du toit. La princesse était très effrayée. Elle demanda à repartir. Mais l'empereur se contenta de sourire. Ils étaient complètement seuls ici. Au-dessus d'eux, il n'y avait que des étoiles. Et en dessous, une ville resplendissante de lumière. Une étoile brillante semblait tomber du ciel juste à leurs pieds. L'esprit de l'homme était rempli de pensées inimaginables. Tant que cette fille était là, il ne pouvait pas réfléchir clairement. Et l'empereur se fichait que la princesse l'apprécie ou non. Si seulement son petit cerf ne le détestait pas. Ces mots étaient très étranges, et Charlie ne comprenait absolument pas pourquoi le jeune homme les prononçait. La jeune fille regarda son fiancé dans les yeux et lui demanda à quoi il pensait. Il n'était pas nécessaire de poser cette question, car la réponse était évidente. Cassicaf rapprocha ses lèvres et embrassa sa bien-aimée. C'était le baiser le plus tendre qu'un homme aimant puisse donner à sa femme. L'empereur dégageait une telle énergie masculine que Charlie fut un peu effrayée. Elle risquait de ne pas y faire face. La jeune fille suggéra donc de descendre du toit. La fille plaisanta en disant qu'elle risquait de s'évanouir si elle restait sur le toit. Cassicaf rit. Il était prêt à la serrer dans ses bras quoi qu'il arrive. Dans les appartements de Charlie, Sa Majesté embrassa tendrement sa princesse une fois de plus. Il lui souhaita bonne nuit. Les serviteurs observèrent la scène de tous leurs yeux. Demain, ils devaient partir très tôt. Mais l'homme ne pouvait pas laisser partir sa fiancée. Après tout, il voulait rester avec elle un peu plus longtemps. La voiture s'arrêta au domaine Bastier, où l'empereur avait décidé de se rendre. La nuit était déjà profonde et les arbres touffus rendaient les environs encore plus sombres. Charlie descendit de la voiture et sentit le danger venir de quelque part dans l'obscurité. Soudain, une lame de poignard brilla sous son nez. D'un mouvement rapide comme l'éclair, l'empereur intercepta l'arme mortelle qui fonçait vers la poitrine de la princesse. Henri se précipita également pour protéger son Altesse. Le chef de la sécurité a supposé qu'il s'agissait d'une vengeance personnelle. Le bandit était seul. Louis et Alain ont poursuivi l'agresseur dès qu'ils ont vu le poignard. Ce n'est qu'à ce moment-là que Charlie commença à comprendre à quel point c'était dangereux. Après tout, cela pouvait se reproduire. Et elle ne voulait pas mourir. La jeune fille sanglotait dans les bras de son fiancé. La princesse décida d'étudier pour pouvoir se défendre si nécessaire. Cassicaf demanda des éclaircissements sur ce qui était discuté. La jeune fille répondit qu'elle souhaitait maîtriser la magie ou l'escrime. Mais la magie ne pouvait s'apprendre qu'avec ce don. Sa Majesté promit de parler à la sorcière Aissol. Alain et Louis revinrent avec un rapport. Ils affirmèrent avoir rattrapé le criminel. Mais le tueur avala du poison dès qu'il comprit qu'il avait été attrapé. Il semblait s'agir d'un mercenaire de la guilde des assassins. L'homme était du plus haut rang, car tout ce qu'il possédait était de haute qualité, y compris du poison difficile à obtenir.
Le plus difficile était maintenant de déterminer à qui appartenait l'ordre de ce mercenaire. Nombre de nobles en étaient incapables, mais le maître s'en était débarrassé depuis longtemps. Henri rapporta que quelqu'un avait peut-être été effrayé par l'apparition de Sa Majesté en compagnie d'une jeune fille. Mais lorsque la princesse le lui demanda directement, Cassicaphe refusa de répondre. Il se contenta d'un sourire mystérieux. Sa Majesté donna des ordres aux services de sécurité et de renseignement, et ordonna à chacun de quitter la chambre de la princesse. Peut-être y avait-il quelque chose dans le passé de l'empereur que Charlie ne devait pas savoir. Elle l'interrogea, mais Cassicaphe s'en contenta de balayer l'affaire. C'était arrivé alors que le garçon était encore prince. Le jeune homme insista pour qu'ils passent la nuit ensemble. Bien que ses appartements fussent particulièrement surveillés, l'empereur souhaitait veiller personnellement sur la belle toute la nuit. La jeune fille remercia son fiancé de l'avoir sauvée. Après tout, elle pensait que le poignard la toucherait à l'épaule. Mais Cassicaphe, au contraire, la remercia d'être restée en vie et indemne. Au matin, Aissol frappa à la porte de son Altesse. Elle apprit que la princesse voulait apprendre la magie, mais il fallait d'abord vérifier si Charlie avait un talent inné. La mage prit les mains de la princesse dans les siennes. Son corps se tendit. Au bout d'un moment, Aissol rapporta qu'elle n'avait pas découvert de don pour la magie. Cependant, elle ressentit quelque chose d'inhabituel. Le magicien avait rencontré des prêtres au cours de sa vie. La puissance divine circulait dans leur corps. Mais sa concentration était faible car elle se répandait dans tout le corps. La princesse possédait une petite quantité de ce pouvoir, concentré en un seul endroit, sa poitrine. Et la sorcière ajouta qu'elle avait examiné Bonnie. Et qu'elle possédait aussi un pouvoir divin. Ce pouvoir puissant et orageux était aussi présent chez la sainte à un moment donné. Le pouvoir divin de la princesse n'était pas aussi concentré que celui de Bonnie. Mais son corps était très étrange, et la princesse pensait que le dieu Kricaël pourrait lui faire quelque chose pendant qu'il était dans le corps de Bonnie, même si cela lui coûtait beaucoup d'efforts. Si ce pouvoir se manifestait, le temple tenterait d'enlever la dame. Aissol jura de garder le silence sur cette particularité de la princesse. L'empereur, ayant appris cela, réfléchit longuement. Il déclara que ni le Temple ni le Saint-Empire ne devaient être au courant. Il ne donnerait sa bien-aimée à personne. Le pouvoir divin de la princesse était en quelque sorte lié à Krihael. Mais si quelqu'un voulait en savoir plus, il pourrait révéler la véritable nature de la jeune fille.